Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le cardinal archevêque de Paris, André XXIII. Bonjour André XXIII. Bonjour Monsieur Apathy. Le pape Benoît XVI a fait connaître vendredi son opposition au projet de mariage des couples homosexuels tel que le prévoit le gouvernement. L'Église de France s'y oppose donc, tout comme elle était opposée au Pax il y a déjà 15 ans. Être contre, c'est une habitude pour l'Église de France dans ce genre d'affaires? Non, mais c'est une responsabilité quand il nous semble qu'il y a un enjeu important, non seulement pour les membres de notre Église, mais pour l'ensemble de la société. Il nous semble que c'est notre devoir de signaler ce qui nous paraît en jeu et ce qui nous paraît peut-être mal évalué ou sous-évalué dans les projets gouvernementaux. Qu'est-ce qui est sous-évalué dans le projet gouvernemental aujourd'hui? Je pense que ce qui est sous-évalué, c'est l'impact global de la réforme par rapport à l'organisation de la vie des personnes et par rapport à l'organisation de la vie sociale. On ne mesure pas suffisamment combien la transformation de la famille peut affecter les conditions de la vie sociale, parce que la famille est le premier endroit où l'on apprend à vivre en société. Mais des hommes et des femmes continueront à se marier si le mariage homosexuel est institué, et donc probablement les couples mixtes, hommes-femmes, seront très majoritaires dans la société, donc ça ne modifiera pas beaucoup les équilibres actuels. Sauf que pour l'instant, malgré ce que l'on dit, ce que beaucoup de gens ont compris, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir à des personnes de même sexe la pratique d'un mariage existant, mais il s'agit de transformer le mariage existant pour que les personnes de même sexe puissent y entrer. Et donc, il ne faut pas croire que le mariage existant va continuer tel quel. Il va péricliter d'après vous? Il ne va pas, je ne parle pas en statistique, mais je parle en qualitatif. Quand les parents découvriront sur leur livret de famille qu'ils ne sont plus père ou mère, mais parent 1 ou parent 2, il y aura quelque chose de changé. Quand on dira qu'à un enfant à la rentrée scolaire, non pas quel est le nom de ton père, mais quel est le nom de ton parent 1, il y aura quelque chose de changé et on aura tout simplement transformé le mariage et la famille telle que nous la connaissons pour la conformer à une autre pratique qui peut avoir sa légitimité, c'est une autre question. Mais il ne faut pas dire qu'on ouvre le mariage à une nouvelle catégorie, il faut dire qu'on transforme le mariage pour permettre à une nouvelle catégorie d'y participer. Il est toujours difficile d'anticiper, Monseigneur André XXIII, les conséquences d'une réforme qui touche à la vie quotidienne et à la pratique des individus. Le 2 mars 1998, la conférence des évêques de France qualifiait le Pax d'inutile et de dangereux. Oui. 15 ans après, en quoi a-t-il été dangereux, le Pax? Eh bien, nous y sommes. C'est-à-dire que la logique, la dynamique logique du Pax, c'est d'ouvrir le mariage et de le transformer. Mais le Pax, qu'est-ce qu'il a apporté de dangereux dans la société? Il n'a pas apporté Il est difficile de décrire les dangers qu'il a provoqués. Dangers particuliers, sauf précisément qu'il a transformé la perception que l'on a de la famille. Et permettez-moi de vous dire que c'est un fait qu'il est difficile d'anticiper les conséquences, mais comme nous sommes dans une société qui se targue d'exercer le principe de précaution dans tous les domaines, il me semble que dans ce domaine particulièrement important, il aurait été utile d'avoir un débat plus large que simplement de dire, puisque c'était une proposition de François Hollande, et puisque François Hollande a été élu avec quelques pourcents de plus que 50%, tous les Français sont d'accord pour le mariage homosexuel et il n'y a pas à discuter. C'est la démocratie représentative qui fonctionne comme ça, sinon vous souhaiteriez quoi, qu'il y ait un référendum sur le mariage homosexuel? Je souhaiterais qu'il y ait une réflexion plus approfondie et un débat plus ouvert. Mais s'il y a un débat et une réflexion, et si celle-ci aboutit quand même, si le gouvernement persiste dans son intention... c'est son droit. Mais... Vous ne demandez pas un référendum ou non, vous ne le demandez pas? Non, parce que je pense personnellement, comme étant dans ma position de responsable d'église, qu'il n'est pas sain de mettre aux voix de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne crois pas que la source de la morale soit la majorité. Et donc... je ne peux pas demander qu'on fasse un référendum pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Mais je souhaite qu'il y ait un débat réel, comme on a pu l'organiser à propos des lois de bioéthique, et on a vu que ce débat pour les lois de bioéthique avait apporté des éléments qui ont pu être pris en considération dans la formulation de la loi. Vous intervenez dans le débat, mais vous savez très bien que le gouvernement
va suivre son chemin et qu'à la fin du mois d'octobre, il va présenter en Conseil des ministres un projet de loi qui sera ensuite soumis au Parlement. Mais ça, c'est sa Au responsabilité. fond, c'est la chronique d'une défaite annoncée pour vous. Non, mais, ça, 2023. mais moi, je ne suis pas dans une situation de me mettre en compétition avec le gouvernement. Le gouvernement a un Et vous projet... essayez quand même d'influencer son... J'essaye de faire Ses réfléchir. choix. Bien sûr. Et vous allez échouer sans doute. Peut-être, mais j'essaye de faire réfléchir tout le monde surtout. Et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire nous y sur participons. RTL. Le pape, tel que ses propos ont été rapportés vendredi par le Figaro, a dit ceci. La famille française est menacée par une conception de la nature humaine qui s'avère défectueuse. Oui. C'est un point de vue sur l'homosexualité, ça? Oh, je ne sais pas, faudrait lui demander. Mais selon vous? s'il avait voulu le dire, je pense qu'il l'aurait dit. Il n'a pas l'habitude de passer derrière les rideaux quand il veut dire quelque chose. Quelle est la position de l'Église aujourd'hui sur l'homosexualité? Elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des tendances ou des orientations ou des choix homosexuels, que ces personnes doivent être respectées, reçues et accompagnées, mais que ça ne leur donne pas droit à structurer la société de façon générale. Pas de point de vue moral? Il y a un point de vue moral, mais pas de point de vue moral sur l'homosexualité elle-même? Il y a un point de vue moral, mais la morale, ça s'applique sur des actes dont on a la responsabilité, ça s'applique pas sur des catégories abstraites. Bon. Quand je vous dis que vous allez probablement perdre ce débat, ça vous embête d'entendre ça ou pas? Mais je ne perds rien, moi. J'essaye d'alerter et de faire réfléchir les gens. S'il y a des gens qui réfléchissent, et il me semble que depuis une quinzaine de jours, on voit paraître dans un certain nombre de journaux des tribunes, des réflexions, des prises de position, et je trouve que c'est sain. Toujours du même côté, un peu la frange un peu très conservatrice, par exemple, de la droite ou... Si vous pensez que Sylviane Agacinski est de droite, c'est votre responsabilité. Je n'ai pas noté qu'elle était contre la mariage homosexuel. Vous lirez son dernier livre. Ah d'accord, non, je l'ai pas lu. Un mot sur l'interdiction de la kippa dans l'espace public que souhaite Marine Le Pen? Moi, je ne veux pas parler de Marine Le Pen. Il y a assez de monde pour en parler. Monsieur Duhamel l'a fait très bien. Je n'ai pas de raison de revenir sur ce qu'il a dit. Je pense que c'est une erreur complète sur le sens des signes extérieurs et que ça fait disparaître un critère très important d'évaluation qui est de savoir ce qui est simplement l'expression extérieure d'une conviction et ce qui est une expression provocatrice pour susciter précisément des débats et des objections.